Bonjour, bienvenue sur la chaîne Comprendre le Monde, un épisode spécial avec les étudiants de Sur le Toit du Monde, le média étudiant d'IRISU. Je suis avec Pablo et Joachim. Bonjour à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en collaboration avec Sur le Toit du Monde, le média étudiant d'IRISUP. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur les actualités qui ont marqué ces dernières semaines, notamment sur le conflit ukrainien, au Moyen-Orient ou encore en Afrique. Donc premièrement, nous voulions revenir sur le récent plan de paix qui a été transmis aux autorités ukrainiennes de la part des Russes et des Américains. Donc l'agence américaine Bloomberg nous a révélé que ce plan était en fait un plan transmis par Moscou et retransmis tel quel. Donc selon vous, et avec les différentes discussions qui ont eu lieu entre Américains, Russes et Européens, ce plan peut-il nous amener vers la paix ? Alors, l'agence Bloomberg a révélé ce que l'on savait, ce dont on se doutait, c'est que le plan américain est un plan russe. On avait dit finalement, l'intelligence artificielle a dû traduire de russe à l'anglais ce plan parce qu'il reprend toutes les revendications russes et il ne reprend aucune demande ukrainienne. Donc effectivement, c'est un abandon en race campagne de l'Ukraine, puisque Trump menace, si l'Ukraine n'accepte pas son plan, eh ben, tout simplement de cesser la fourniture de renseignements qui est vitale pour que l'armée ukrainienne continue à résister à l'armée russe. Alors ensuite, il y a eu des contre-propositions européennes pour amender un peu, pour adoucir la dureté du plan américano-russe. Et en fait, effectivement, il a été dans un premier temps négocié entre Russes et Américains directement, sans les Ukrainiens et sans les Européens. On n'était pas à table, c'est ce qui est vraiment très dommage. Les Européens ont pu un peu faire entendre leur vue, mais finalement, Trump le dit depuis très longtemps, qu'il veut la paix. Alors, ce ne sera pas en 24 heures, mais effectivement, les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu. Parce que depuis le début, les Russes disent, nous, on veut la paix, on ne veut pas un cessez-le-feu, parce que ce serait la reprise de la guerre. Et dans la mesure où le plan de Trump reprend quand même la plupart de leurs revendications, ils peuvent aussi accepter cela. Le tout est d'organiser en fait le maintien de la souveraineté de l'Ukraine. Il y aura une perte territoriale de l'Ukraine. L'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sera pas respectée. Mais en même temps, et je dis depuis longtemps, et je ne suis pas le seul, je ne fais que reprendre les arguments militaires, mais ce n'était pas bien vu dans les bas, parce que quand on disait que l'Ukraine ne pourra pas conserver l'ensemble de son territoire et que l'Ukraine ne pourra pas récupérer les territoires qu'ils ont perdus depuis le début de la guerre, on se faisait traiter de poutinophile, de munichois, mais c'est juste la réalité militaire. Là-dessus, Trump a été réaliste. Et effectivement, c'est une paix qui sera injuste pour l'Ukraine. Le tout, là, il y a des points auxquels il ne faut pas céder, c'est ne pas reconnaître juridiquement la reprise de territoire par la Russie. Même la Chine n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée, donc je ne vois pas pourquoi les Occidentaux devraient le faire. Et donc là, il est très dangereux que Trump dise qu'il puisse reconnaître l'annexion en droit de la Crimée ou du Donbass. Et donc c'est un plan qui est très défavorable à l'Ukraine parce que ça lance sur le terrain la situation militaire est défavorable pour l'Ukraine et c'est le constat de cette situation. Et l'Europe n'a pas les moyens de compenser l'absence américaine, sauf à envoyer des milliers de soldats combattre en Ukraine, ce que personne ne veut faire. Donc voilà, on peut espérer que cette guerre prend fin, elle sera défavorable à l'Ukraine, mais en fait ce qu'il faut voir c'est que la poursuite de la guerre était défavorable à l'Ukraine et que l'Ukraine doit aujourd'hui se concentrer sur son développement, faire un peu, on peut citer l'exemple de la Finlande qui, après 1945, a perdu une partie de son territoire, mais qui s'est développée. Il faut que l'Ukraine lutte contre la corruption. Et en fait, malgré tout, Poutine a gagné les territoires, mais il a perdu beaucoup dans cette guerre. Fuite de la population, absence de contact, et surtout que l'Ukraine, qui était un pays partagé, est devenue un pays fondamentalement anti-russe, et une grande partie des opinions européennes sont devenues anti-russes. Dans ce contexte, dans quelle position se trouve Zelensky actuellement, alors que l'Ukraine continue de se faire attaquer de manière répétée, couplé au scandale de corruption qui touche des membres du gouvernement ukrainien? Est-ce que, selon vous, cette situation peut amener à accélérer la fin de la guerre? Alors Zelensky est affaibli par, effectivement, les accusations de corruption dans son entourage proche, 100 millions de dollars sur les installations énergétiques au moment où il manque. Alors, comme toujours, il y a deux façons de voir les choses. Des gens vous disent, ça prouve que la lutte contre la corruption fonctionne, puisqu'on a mis en cause des proches de Zelensky, et d'autres diront, ça prouve qu'il y a quand même toujours beaucoup de corruption en Ukraine, et les deux sont vrais, et peut-être que les Européens n'ont pas été suffisamment attentifs à ceci auparavant. Alors, Zelensky est affaibli parce qu'effectivement, tout ce qu'il disait avant était un peu démenti, mais en même temps, quelque part, il est protégé par l'hostilité que lui voue Poutine, parce que les Européens ne vont pas abandonner Zelensky du fait de l'hostilité que Poutine lui voue, mais il est aussi affaibli par rapport à l'opinion ukrainienne.
Ceux qui voudront combattre toujours vont lui reprocher d'avoir cédé. Ceux d'autres vont dire qu'il a prolongé la guerre peut-être trop longtemps. Mais on sait que la règle, c'est que les présidents de guerre ne deviennent pas les présidents de paix. Et espérons que l'Ukraine puisse organiser des élections. Et la cote de priorité de Zelensky pour le leader d'un pays en guerre est quand même relativement faible. Nous voyons également que la situation ne s'apaise pas au Moyen-Orient. Récemment, l'armée israélienne a annoncé la mort du chef d'état-major du Hezbollah dans des bombardements qui ont eu lieu sur Beyrouth. Des bombardements continuent aussi d'avoir lieu à Gaza ou encore en Cisjordanie. Donc selon vous, quelle évolution pouvons-nous voir à l'avenir au Moyen-Orient? En fait, c'est un flou global puisqu'on parle de cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu puisque le feu continue. Donc les otages à Gaza ont bien été libérés, il n'y a plus d'otages israéliens. Cette partie-là a bien été exécutée, mais l'armée israélienne se permet toujours des incursions, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie et au Liban, comme vous venez de le signaler, et la souveraineté du Liban est quand même régulièrement violée malgré les demandeurs. Bien sûr, le Hezbollah n'a pas rendu toutes les armes qu'il devait rendre, et les incursions israéliennes sont un prétexte pour que le Hezbollah conserve des armes, tandis que le fait que le Hezbollah conserve des armes est un prétexte pour Israël à intervenir au Liban. Donc c'est une continuation mezza-voce des incursions israéliennes, mais le Hezbollah ne tire plus sur Israël. Il n'y a plus de tirs de roquettes du Hezbollah sur Israël, ça c'est terminé. Et donc on voit que Israël, aussi bien au Liban qu'en Syrie d'ailleurs et dans d'autres pays, veut établir son droit à intervenir quand bon lui semble. Et donc il y a un mépris total du droit international, mais ce n'est pas ça qui va gêner Donald Trump. Et pour l'instant on voit que le président américain accepte des violations d'un cessez-le-feu qu'il a dit avoir mis en place lui-même. En Asie orientale, depuis son investiture en octobre, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi adopte une ligne beaucoup plus ferme concernant Taïwan. Pékin a dénoncé ces déclarations comme provocatrices et a convoqué l'ambassadeur japonais. Tokyo a même appelé ses ressortissants en Chine à la prudence, signe des grandes tensions diplomatiques entre les pays. Ces tensions marquent-elles une rupture dans la politique traditionnelle du Japon sur le dossier taïwanais? Et peut-on craindre un début d'une dégradation durable des relations sino-japonaises, voire une guerre froide asiatique? Alors, il y a la guerre froide asiatique entre le Japon et la Chine, elle est un peu en courant alternatif. Il y a souvent des tensions et puis une baisse des tensions. La première ministre du Japon reprend la ligne de Shinzo Abe, elle appartient à l'aile dure du Parti libéral-démocrate, mais effectivement, elle a fait une déclaration assez, disons, martiale sur Taïwan, qui correspond à la nouvelle politique du Japon mise en place par Shinzo Abe, qu'il n'y a plus de pacifisme et que le Japon peut intervenir pour aider un allié qui sera en difficulté. Sauf que dans l'esprit de Shinzo Abe, c'était pour aider éventuellement les États-Unis qui seraient en guerre, et le Japon, protégé par les États-Unis, serait venu au secours des États-Unis pour faire respecter cette alliance qui protège le Japon. Ce qui a changé, c'est que la garantie maintenant américaine sur le Japon et sur Taïwan est plus faible qu'auparavant, avec Donald Trump, et qu'en fait, cette déclaration de la Première ministre du Japon vient pour compenser un peu l'absence de garantie américaine sur Taïwan. Mais le problème, c'est que là, elle ne vient pas aider les États-Unis qui sont un pays fort, elle vient aider Taïwan qui est beaucoup plus faible, et elle se heurte en première ligne à la Chine, alors qu'auparavant, son opposition à la Chine était derrière l'opposition aux États-Unis. Donc, je pense qu'elle a pris un risque parce que les Chinois vont réagir. Peut-être aurait été mieux venu de la part des Chinois de dire c'est pas grave tout ça, mais c'est pas le genre de la maison. Donc, on veut penser qu'il va y avoir une chute du tourisme chinois au Japon, qu'il va y avoir une dégradation, et que les Chinois ont réagi avec une déclaration aussi ferme que celle des Japonais. Donc, effectivement, il y a une montée des tensions entre le Japon et la Chine, parce que Taïwan est une question qui ne se discute pas pour Pékin, et que les Japonais, dans l'esprit de Pékin, encore moins que quiconque, n'ont à voir avec Taïwan, puisque les Japonais ont occupé Taïwan de 1895 à 1945, donc ils sont encore, dans l'esprit chinois, plus mal placés que quiconque de parler de Taïwan. Et je pense que cette déclaration a été maladroite, qu'elle est venue. Alors peut-être qu'en politique intérieure, elle fait du bien, mais sur le plan diplomatique, ce n'est pas très judicieux. Revenons à présent sur la COP30 qui a eu lieu à Belém il y a peu, donc nous l'évoquions durant la dernière émission. Nous avons vu la publication d'un texte très peu ambitieux en matière climatique, mais également l'absence des États-Unis, qui ont aussi été absents du dernier sommet du G20 qui a eu lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. Selon vous, est-ce que ces événements viennent décrédibiliser ce genre de sommet diplomatique? Il y a toujours des sommets diplomatiques où un tel ne vient pas, et donc en fait, il faut s'habituer à ce qu'il y ait beaucoup de sommets diplomatiques sans les États-Unis.
parce que Trump trouve que c'est du temps perdu, qu'il y a plein d'autres gens, qu'il souhaite être important, et donc les États-Unis vont systématiquement bouder de nombreux sommets diplomatiques, et on fera sans eux, parce que on va pas les forcer à venir, on ne pourra pas, voilà. En même temps, il laisse la place à la Chine. C'est un peu une erreur de la part, parce que tant qu'ils seront absents, il laisse la place à la Chine, et peut-être qu'un jour, Trump va se rendre compte qu'il vaut mieux être là, et que la politique de la chaise vide n'est pas une bonne façon de lutter contre sa préoccupation majeure, qui est la rivalité avec Pékin. Par rapport à votre question sur l'utilité de ces sommets, c'est toujours un peu, quels que soient les sommets, G7, G20, on va dire, à quoi ça sert ces grands barnums, on prend une photo, il se passe rien, voilà. En fait, c'est quand même toujours utile. On dit ça coûte cher pour rien, ça coûte moins cher que les guerres. Ça coûte moins cher il n'y a jamais trop de diplomatie. Alors, le fait, par exemple, pour les COP, de rappeler régulièrement quand même l'importance de la lutte contre le changement climatique maintient une pression psychologique, diplomatique sur les différents gouvernements, sur les différentes entreprises. Ça maintient quand même le sujet en haut de la pile médiatique, diplomatique, donc c'est utile. Il n'y a pas de baguette magique, c'est pas qu'on fera une COP que tout d'un coup, la COP 21 à Paris en 2015 était un succès énorme, inespéré, vraiment énorme. On ne peut pas avoir la même taux de réussite à chaque fois, mais c'est bien, ça permet d'entretenir la flamme et de se maintenir focus sur ces questions majeures. Tournons-nous à présent vers le continent africain, qui continue d'être marqué par les fortes tensions et les conflits. La semaine dernière, des centaines d'enlèvements d'enfants ont été recensés dans les établissements catholiques au Nigeria. Ces événements augmentent la pression autour du gouvernement nigérian, qui s'était vu accusé de génocide contre les communautés chrétiennes par Donald Trump. Ces événements pourraient-ils, selon vous, entraîner des mesures de rétorsion du gouvernement américain à l'égard du Nigeria? Alors, le gouvernement américain a déjà pris des mesures de rétorsion par avance, donc c'est pas de la rétorsion, des sanctions finalement contre le gouvernement du Nigeria en cessant USAID, en mettant fin à des programmes qui concernaient la santé, qui concernaient l'éducation justement. Donc il y a déjà eu des sanctions en avant. Et donc pour des raisons de politique intérieure, Trump a mis sur le devant de la table la question d'un génocide, cette fois-ci des chrétiens. C'était le génocide des Blancs d'Afrique du Sud, le génocide des chrétiens au Nigeria. On sait que le Nigeria a une composante chrétienne, une composante musulmane, mais que les Boko Haram, ce groupe djihadiste musulman, tue aussi bien les musulmans que les chrétiens. Et dans le cas d'enlèvement dont vous parlez, en fait, on peut penser qu'il y a peut-être Boko Haram, mais il y a surtout des groupes criminels. C'est de la délinquance on enlève pour recevoir... alors, soit pour maintenir d'ailleurs en esclavage les jeunes filles qui ont été enlevées, soit pour les mettre en faire des otages dont on va espérer une somme pour les libérer. Donc c'est beaucoup plus de la délinquance que du terrorisme anti-chrétien. Il y a des oppositions, il y a des chrétiens qui sont tués, mais enfin, ce n'est pas vraiment une guerre de religion qui existe au Nigeria. La pression augmente également aujourd'hui autour de Bamako et des troupes putschistes maliennes, donc qui sont encerclées par les troupes du JNIM qui sont affiliées à Al-Qaïda. Donc selon vous, cette situation prouve-t-elle l'échec de ces autorités putschistes, mais également de leur soutien russe dans la lutte contre le terrorisme? Alors oui, il y a un échec. C'est vrai que les Français aussi ont été expulsés du Mali par les putschistes, mais en même temps, ils ont des fois un peu surréagi. Je crois que l'erreur de la France, c'est d'avoir militarisé la relation avec le Mali, d'avoir déclaré la guerre aux terroristes, qui est un concept qui est pour le moins hasardeux, et une guerre contre eux ne se gagne pas, et on s'était appuyé sur un pouvoir qui était corrompu. Bref, on lui fait des erreurs, mais il était à peu près, on pouvait deviner assez facilement que les Russes ne réussiraient pas mieux que l'armée française, que l'armée française était quand même plus respectueuse de son environnement civil que ne l'ont été les milices russes, et que les putschistes, en fait, se sont révélés tels qu'ils étaient. Ils ont bien sûr chassé un pouvoir qu'ils accusaient de corruption, mais eux-mêmes le sont, et ils sont pas plus efficaces. Donc effectivement, on revient un peu, il y a une dégradation de la situation. La situation était moins mauvaise lorsque les Français étaient encore présents, et donc on voit là, parce qu'en plus les putschistes n'ont apporté aucune des solutions. Il n'y a pas plus d'éducation, il n'y a pas plus de justice, il n'y a pas plus de services publics en dehors de Bamako. Donc du coup, les troupes dont vous parlez trouvent facilement des voies pour les écouter, parce qu'ils peuvent dénoncer à leur tour la corruption et l'absence d'efficacité de l'État. Un État qui ne fournit pas les services publics, qui ne fournit pas les services publics de base, n'est pas respecté par la population. Pour finir, la situation humanitaire est encore aujourd'hui catastrophique au Soudan.
les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont informé leur volonté de travailler sur un plan de paix afin de stabiliser la région. Pensez-vous que ces projets soient crédibles et puissent aboutir à une réelle paix entre les forces légitimistes et les forces de soutien rapide? Alors oui, forces légitimistes, elles sont elles-mêmes accusées de graves crimes contre l'humanité, comme la force de soutien rapide. En fait, ces deux généraux, Al-Bourhan et Hemeti, qui se battent, sont tous les deux des criminels, sont tous les deux les seigneurs de la guerre. Il n'y en a pas un qui serait plus légitime à prendre le pouvoir que l'autre. Et en fait, ils se battent pas du tout par idéologie, encore moins pour le bien-être de la population soudanaise, mais pour garder le pouvoir et les maigres richesses du Soudan. Leur guerre personnelle a été alimentée de l'extérieur, parce que chacun avait son protégé, ici l'Égypte, là la Russie, là les Émirats arabes unis, et donc cette guerre était également alimentée de l'extérieur. Elle était effectivement... et la communauté internationale s'est trouvée impuissante à mettre fin à cette opposition entre ces deux généraux félons et empêcher ceux qui soutiennent l'un et l'autre de le faire de l'extérieur. Donc je ne sais pas si ce plan va marcher, parce qu'en fait, il n'y a pas la pression. Il n'y a pas la pression suffisante pour vraiment y mettre fin, et sauf à peut-être dénoncer publiquement ceux qui de l'extérieur soutiennent aussi un embargo sur les armes qui est violé. Donc on voit bien que s'il y avait au moins l'arrêt des ingérences étrangères, les belligérants seraient moins fournis en armes, en équipement, mais cette situation est vraiment dramatique, et le Soudan, qui avait fait naître beaucoup d'espoir sur une transition démocratique avec une société civile, est maintenant un pays qui est ruiné. Il y a quand même des centaines de milliers de morts, le viol comme arme de masse, c'est vraiment une catastrophe, et je pense qu'il faudrait mettre ces deux généraux à même plan devant la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, nous sommes le média étudiant de l'IRISUP et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.